À 90 ans, alors qu'il n'y a plus rien à prouver, Catherine Deneuve brise le silence et évoque ce qui n'a jamais été montré, les dernières heures de Brigitte Bardot. Aucune caméra, aucun hôpital, aucune mise en scène d'adieu, seulement un retrait si radical qu'il continue de troubler après la mort. Ce qui s'est joué dans ce final silencieux n'explique pas seulement comment Bardot est morte, mais pourquoi elle a passé toute sa vie à fuir un monde qui n'a jamais cessé de la regarder. Pendant des décennies, la presse française a entretenu l'idée d'une opposition frontale entre Brigitte Bardot et Catherine Deneuve, comme si le cinéma national ne pouvait exister qu'à travers un duel permanent. D'un côté, Bardot réduite à l'instinct, au corps, à la provocation. De l'autre, Deneuve élevée au rang de figure de la maîtrise, du contrôle et de l'intelligence cinématographique. Cette construction n'est pas née d'un conflit réel entre deux femmes, mais d'un besoin médiatique de simplification. Brigitte Bardot apparaît dans une France d'après-guerre encore mal à l'aise avec le désir féminin. Dès ses premiers succès, son corps devient un objet public avant même qu'elle puisse se définir comme personne. Elle ne joue pas la provocation, elle l'incarne malgré elle, parce que son époque ne sait pas regarder une femme libre sans la réduire à un symbole. Les journaux parlent de scandale, de menaces morales, de révolution des mœurs, et enferment peu à peu Bardot dans une image dont elle ne parviendra jamais à s'extraire. Catherine Deneuve arrive plus tard, dans un cinéma déjà en train de se réorganiser, de se penser, de se légitimer intellectuellement. Son jeu distant, son silence, son élégance froide offre aux critiques un contre-modèle idéal. La narration médiatique se met alors en place presque naturellement. Bardot devient le chaos. Deneuve devient l'ordre. L'une serait la chair, l'autre l'esprit. Cette opposition rassure, car elle transforme des trajectoires complexes en archétypes facilement reconnaissables. Dans les faits, il n'y a jamais eu de guerre intime entre elles. Pas de rivalité personnelle, pas de querelle privée, pas de compétition directe pour les mêmes rôles. Il y a deux choix de vie. Bardot ne construit jamais de frontières claires entre elle et le regard public. Chaque geste lui est arraché, chaque silence interprété, chaque relation disséquée. Elle subit une exposition totale qui finit par rendre toute protection impossible. Deneuve, à l'inverse, comprend très tôt qu'il faut négocier avec le système pour ne pas s'y perdre. Elle bâtit une distance, accepte certaines règles, transforme le contrôle en outil de survie. La société a besoin d'un affrontement pour raconter une histoire simple. Un duel. Deux camps. Une opposition lisible. Ce qui compte, c'est la clarté du récit et sa capacité à être consommée sans effort. Cette opposition artificielle a fini par trahir les deux. Bardot a été figé dans une image de femme instinctive et provocante, alors que son mal-être, sa fatigue et son désir de retrait étaient déjà visibles. Deneuve a été élevée au rang d'icône de maîtrise absolue, sans que soient questionnés les renoncements et les compromis que cette longévité implique. Deux vies réelles ont été sacrifiées au profit d'une fable médiatique. Le mythe de l'affrontement n'existe pas parce qu'il est vrai, mais parce qu'il est utile. Utile à une culture qui préfère les oppositions nettes aux nuances et les symboles simples aux êtres humains complexes. La célébrité de Brigitte Bardot ne s'est pas construite progressivement. Elle a explosé trop vite, trop fort, dans une France qui ne disposait d'aucun cadre pour protéger une jeune femme projetée au centre du désir collectif. En moins d'une décennie, elle devient un visage mondial, un corps iconique, un symbole culturel. Cette vitesse ne lui laisse aucun espace pour établir une frontière entre ce qu'elle est et ce que le public exige d'elle. Avant même d'être une personne, elle est déjà une image. Dès le milieu des années 50, le regard porté sur elle cesse d'être artistique pour devenir possessif. Le cinéma ne se contente plus de la filmer, il l'expose. La presse ne raconte plus ses rôles, elle interprète sa vie. Chaque apparition publique est lue comme un message. Chaque relation sentimentale devient un sujet national. Chaque silence est soupçonné, commenté, amplifié. Bardot n'existe jamais seule. Elle existe toujours sous observation. Le problème n'est pas seulement la notoriété, mais l'absence totale de distance entre la femme et la projection collective. D'autres acteurs apprennent à jouer un personnage public, à se protéger derrière des codes, à négocier avec l'image. Bardot ne le fait pas. Elle ne sait pas, ou ne peut pas, porter un masque. Son rapport au monde reste frontal, brut, sans filtre. Cette authenticité, perçue au départ comme une force, devient progressivement une vulnérabilité extrême. Le public ne regarde plus une actrice, il revendique un accès. Il estime avoir un droit sur son corps, ses choix, ses émotions. Aimer devient une provocation. Se taire devient une offense. Se montrer devient une invitation. Se retirer devient une trahison. Aucun geste n'est neutre. Aucun refus n'est accepté. Bardot se retrouve enfermé dans une cage invisible, construite non par des murs, mais par des attentes permanentes.
Cette exposition constante produit une usure psychique profonde. Vivre sous un regard ininterrompu modifie la perception de soi. La frontière entre l'intime et le public se dissout. Bardot n'a jamais pu expérimenter une vie privée ordinaire. Chaque tentative d'échapper est immédiatement rattrapée par l'interprétation. Même la souffrance devient un spectacle. Même la fragilité est consommée. Contrairement à d'autres figures publiques, elle ne transforme pas cette pression en stratégie. Elle ne capitalise pas sur le scandale. Elle ne maîtrise pas la narration. Elle la subit. Cette incapacité à jouer le jeu médiatique est souvent interprétée comme de l'instabilité ou de l'ingratitude. En réalité, elle révèle un refus instinctif de la falsification. Bardot ne veut pas corriger son image. Elle veut cesser d'en avoir une. Les années passent, mais l'intrusion ne faiblit pas. La célébrité ne se contente pas de durer, elle s'intensifie. Plus Bardot tente de se retirer, plus le monde insiste pour la retenir. La presse recycle les mêmes images, les mêmes récits, les mêmes fantasmes. Le corps jeune continue de circuler alors que la femme vieillit. Ce décalage crée une violence supplémentaire. L'image ne vieillit pas avec elle. Elle la fige dans un passé qu'elle ne reconnaît plus. Cette invasion mentale prolongée laisse des traces profondes. La méfiance s'installe. Le besoin de contrôle augmente. Le silence devient une protection. L'isolement apparaît comme une nécessité vitale. Bardot ne fuit pas la société par caprice. Elle se replie parce que toute exposition signifie une perte de soi. Chaque apparition publique est vécue comme une dépossession supplémentaire. La célébrité, dans son cas, n'a jamais été une récompense. Elle a été une prise. Une appropriation collective d'un être humain transformé en surface de projection. Ce que l'on a appelé liberté des mœurs était aussi une liberté de consommer sans limite. Bardot en a payé le prix psychique pendant des décennies. Cette cage invisible ne s'est jamais ouverte. Elle s'est simplement déplacée. Du plateau de cinéma aux pages des journaux. Des flashs aux commentaires. Des applaudissements à l'injonction permanente. Comprendre cette prison est essentiel pour comprendre la suite. Le retrait radical ne sera pas une rupture soudaine, mais la conséquence logique d'une vie vécue sans protection, exposée trop tôt, trop longtemps, sans jamais apprendre à se cacher. Le retrait de Brigitte Bardot du cinéma intervient alors qu'elle domine encore pleinement l'imaginaire collectif. Au début des années 70, son nom suffit à attirer le public, son image reste omniprésente, son influence intacte. Elle n'est ni oubliée ni déclassée. Elle est toujours désirée, commentée, sollicitée. Quitter à ce moment précis va à l'encontre de toutes les logiques de carrière admises. Justement pour cette raison, la décision choque. Le monde du cinéma interprète ce départ comme une trahison. Une actrice qui se retire volontairement alors qu'elle pourrait continuer à régner est accusée d'ingratitude. On parle de caprice, d'instabilité, d'abandon de l'art. La presse évoque un gâchis. Les producteurs dénoncent une fuite. Le public, habitué à consommer son image, vit ce retrait comme une dépossession. Peu cherche à comprendre ce que rester aurait réellement impliqué pour elle. Rester aurait signifié prolonger une exposition déjà insoutenable. Continuer aurait exigé d'accepter un vieillissement sous surveillance permanente, une transformation du corps commentée en temps réel, une identité toujours plus éloignée de la personne réelle. Bardot comprend que le système ne lui offrira jamais la possibilité d'exister autrement que comme image figée. Le cinéma ne lui demande plus de jouer, il lui demande de se maintenir. De rester désirable. De rester disponible. De rester lisible. Le choix de partir n'est pas un rejet de l'art, mais un refus de la dépossession totale. Bardot ne quitte pas parce qu'elle n'aime plus le cinéma. Elle quitte parce qu'elle comprend que continuer signifie disparaître comme individu. La célébrité ne lui laisse aucun espace pour se transformer, douter, vieillir, respirer. Se retirer devient un geste de survie psychique. Un acte de sauvegarde plus qu'une rupture. Ce départ précoce est souvent relu comme une faiblesse. En réalité, il exige une lucidité rare. Peu de figures publiques acceptent de renoncer volontairement à une position dominante. Peu sont capables de voir que la réussite peut devenir une forme d'effacement intérieur. Bardot identifie ce danger avant qu'il ne soit irréversible. Elle choisit de perdre le pouvoir symbolique pour conserver une forme de vérité personnelle. La comparaison avec Catherine Deneuve éclaire cette décision. Deneuve choisit de rester, de composer avec le système, d'en maîtriser les règles. Elle construit une carrière longue, structurée, fondée sur la distance et le contrôle. Ce chemin implique des compromis, mais permet la continuité. Bardot, elle, refuse toute négociation. Elle ne veut ni adapter son image, ni en corriger les angles.
Là où Deneuve transforme la maîtrise en outil de durée, Bardot voit dans la maîtrise une forme de renoncement. Il ne s'agit pas d'un meilleur choix contre un autre. Il s'agit de deux rapports opposés à l'exposition. Deneuve accepte de devenir une figure publique pensée, Bardot refuse de continuer à être un objet regardé. Cette différence fondamentale explique pourquoi le départ de Bardot est aussi radical. Elle ne se contente pas d'espacer ses apparitions. Elle coupe. Elle ferme. Elle disparaît du jeu. Ce retrait définitif marque un point de non-retour. Bardot comprend que revenir serait invalider le geste initial. Revenir, ce serait admettre que le système a gagné. Elle accepte donc les conséquences de sa décision. L'incompréhension, le jugement, la solitude, la perte d'influence culturelle directe. Elle choisit une autre forme d'existence, moins visible, plus étroite, mais plus cohérente avec son refus d'être possédée. Quitter au sommet n'est pas une fuite. C'est un acte de rupture conscient avec un monde qui exige toujours plus sans jamais rendre l'essentiel. Bardot ne cherche pas à être admirée autrement. Elle cherche à ne plus être réduite. Ce choix, perçu comme scandaleux à l'époque, apparaît avec le recul comme l'un des gestes les plus lucides de toute sa trajectoire. Une décision qui ne visait pas à choquer, mais à se sauver. La vie de Brigitte Bardot, après le cinéma, ne se reconstruit pas autour d'une nouvelle image publique. Elle se réorganise autour d'un choix existentiel. La protection animale devient l'axe central, non comme un repositionnement médiatique, mais comme une continuité logique. Bardot ne cherche pas à remplacer la célébrité par une cause visible. Elle cherche une raison de vivre qui ne dépende plus du regard humain. Les animaux offrent cela. Une présence sans jugement. Une relation sans interprétation. Cet engagement n'est pas progressif. Il est total. Bardot investit son temps, son argent, son énergie, sans calcul d'acceptabilité. Elle crée une fondation dédiée à la défense animale et s'expose à nouveau, mais sur un terrain qu'elle ne maîtrise pas moins que le précédent. Elle parle comme elle a toujours vécu. Directement. Sans diplomatie. Sans filtre. Ce langage choque. Il heurte. Il ne cherche pas à convaincre par la nuance, mais à frapper par la clarté. Bardot ne s'adapte pas au code militant. Elle impose les siens. Cette radicalité entraîne des conséquences immédiates. Des soutiens s'éloignent. Des figures publiques qu'il avait célébrées prennent leur distance. Le capital de sympathie accumulé pendant les années de gloire se dissout. On ne lui pardonne pas ses mots. On ne lui accorde plus le bénéfice de la complexité. Elle devient à nouveau un symbole, cette fois polémique. L'ancienne icône du désir se transforme, aux yeux de beaucoup, en figure dérangeante, excessive, incontrôlable. La différence avec sa période cinématographique est essentielle. Cette fois, Bardot ne subit pas la réduction. Elle l'accepte. Elle sait que parler ainsi signifie perdre. Perdre des appuis. Perdre des relais. Perdre l'indulgence médiatique. Mais elle refuse de lisser son discours pour préserver une zone de confort. Elle ne cherche pas à élargir son audience. Elle cherche à rester cohérente avec elle-même. La solitude qui s'installe n'est pas accidentelle. Elle est la conséquence directe de choix répétés. Bardot ne compose pas. Elle ne temporise pas. Elle ne corrige pas ses angles pour maintenir des relations. Le cercle humain se rétrécit. Les relations deviennent rares, exigeantes, parfois conflictuelles. Beaucoup interprètent cet isolement comme une dérive. En réalité, il correspond à une logique interne constante. Tout ce qui n'est pas perçu comme authentique est écarté. La société tolère la radicalité chez les artistes tant qu'elle reste esthétique. Lorsqu'elle devient morale et politique, la tolérance disparaît. Bardot l'apprend rapidement. Défendre les animaux implique de s'opposer frontalement à des pratiques enracinées, à des intérêts économiques, à des traditions protégées. Elle accepte cette hostilité. Elle l'intègre. Elle cesse d'attendre l'approbation. Ce mode de vie a un coût psychique élevé. L'isolement prolongé accentue la méfiance. Le silence devient une nécessité. La présence animale prend une place centrale parce qu'elle ne demande rien. Bardot trouve dans cette relation une stabilité que le monde humain ne lui a jamais offerte. Là où la parole humaine interprète, juge et récupère, l'animal se contente d'être là. Cette simplicité devient un refuge. La cohérence de Bardot réside précisément dans ce refus d'adoucir les conséquences de ses choix. Elle ne cherche pas à redevenir aimable. Elle ne cherche pas à réparer son image. Elle assume la perte de popularité comme une extension naturelle de sa liberté. Être fidèle à soi-même signifie parfois accepter d'être seul. La vie après la gloire ne lui apporte ni paix totale ni reconnaissance tardive. Elle lui apporte quelque chose de plus austère. La continuité.
Bardot vit selon les mêmes règles qu'elle s'est imposées en quittant le cinéma. Ne pas négocier l'essentiel. Ne pas se trahir pour rester accepté. Cette fidélité absolue n'est pas confortable. Elle est exigeante. Elle isole. Mais elle permet une chose que Bardot a toujours cherchée. Ne plus être possédé. Les dernières années de Brigitte Bardot ne sont pas marquées par un retrait progressif, mais par une fermeture assumée. Aucun entretien. Aucune apparition. Aucun retour symbolique destiné à rassurer le public. Elle refuse toute idée de version finale offerte au regard collectif. Le silence n'est pas une absence. Il devient une règle. Une organisation quotidienne. Une manière d'exister sans être interprétée. La dégradation de sa santé se fait sans annonce, sans bulletin, sans mise en scène. Aucun communiqué ne vient préparer l'opinion. Elle rejette l'idée même que son corps puisse redevenir un objet public. Ce refus est cohérent avec tout ce qui précède. Le corps a trop longtemps appartenu aux autres. Il n'aura pas de dernier rôle. La fragilité reste privée. La douleur n'est pas convertie en récit. La vie se réduit volontairement à l'essentiel. Les animaux occupent une place centrale, non comme décor affectif, mais comme présence structurante. Ils donnent un rythme, une responsabilité, une continuité. Autour d'eux, les souvenirs subsistent sans nostalgie excessive. Les images du passé ne sont ni exposées ni célébrées. Elles existent comme traces intérieures, non comme patrimoine à partager. Les journées suivent des rituels simples, répétés, presque immuables. Se lever. Nourrir. Marcher. Se taire. L'ordre devient une forme de stabilité mentale. Le monde extérieur disparaît progressivement. Non par oubli, mais par choix. Les relations humaines se raréfient. Celles qui demeurent ne reposent pas sur la mémoire de la gloire, mais sur une présence réelle, discrète, sans attente. Bardot ne cherche plus à être comprise. Elle ne cherche même plus à être entendue. Elle se contente d'être cohérente jusqu'au bout. À mesure que le temps se resserre, une autre forme de préparation s'installe. Les papiers sont classés. Les décisions sont prises. Les volontés sont posées sans solennité. Aucun adieu n'est formulé. Aucun message n'est laissé pour expliquer, justifier ou apaiser. Cette absence de discours final n'est pas un oubli. C'est une continuité. Bardot a toujours refusé de se raconter selon les termes des autres. Elle refuse aussi de se conclure. La mort n'est pas envisagée comme un événement spectaculaire, mais comme un aboutissement logique. Elle ne surgit pas. Elle est attendue sans impatience, sans peur déclarée. Le temps ralentit. Les gestes deviennent plus mesurés. Les paroles plus rares. Le présent se suffit à lui-même. Il n'y a plus de projection. Plus de futur à organiser. Seulement une répétition volontaire de ce qui a été choisi. Lorsque la fin arrive, elle ne contredit rien. Elle confirme. Pas de scène dramatique. Pas de dernière image destinée à rester. Le silence tient jusqu'au bout. La maison reste calme. Les animaux sont là. Le monde n'est pas convoqué. Cette mort n'est pas un effacement soudain. Elle est l'ultime expression d'une vie vécue en retrait, sans compromis. Après coup, beaucoup chercheront du sens. Des signes. Des mots cachés. Ils n'en trouveront pas, parce qu'il n'y en a pas à offrir. Bardot n'a jamais voulu laisser une clé interprétative. Elle a toujours préféré la cohérence à l'explication. Le silence final ne réclame pas d'analyse. Il impose un constat. Elle a vécu selon ses propres règles. Elle est morte de la même manière. Cette fin n'est ni tragique ni apaisée. Elle est exacte. Comme une porte fermée sans bruit. Elle oblige ceux qui restent à faire face à ce qu'ils ont toujours évité. Une femme peut choisir de se retirer totalement. Sans justification. Sans réconciliation publique. Sans dernière concession. Le monde peut continuer à parler. Elle, non. Et dans ce refus ultime, tout son parcours trouve sa forme définitive. La disparition de Brigitte Bardot déclenche immédiatement un réflexe médiatique bien rodé. Les images reviennent. Les films sont rediffusés. Les photographies de jeunesse circulent en boucle. Le monde récupère ce qu'il connaît déjà. Le corps iconique. Le visage figé dans une époque révolue. La complexité est comprimée. L'inconfort est atténué. La trajectoire entière est résumée en quelques symboles rassurants. La nostalgie domine le premier mouvement. Une nostalgie sélective. On célèbre l'âge d'or. On effleure la modernité des débuts. On évite les angles qui dérangent. Très vite, les débats réapparaissent. Les polémiques anciennes sont ressorties. Les phrases sont sorties de leur contexte.
Bardot redevient un sujet à trancher, à classer, à corriger, comme si sa mort offrait une dernière occasion de domestiquer ce qui n'a jamais accepté de l'être. Dans ce bruit, Catherine Deneuve occupe une place particulière. Non comme juge, non comme rivale, comme témoin d'une différence fondamentale. Elle incarne une autre manière de traverser le même monde. Rester. Composer. Durer. Là où Bardot a coupé, Deneuve a négocié. Cette coexistence de deux chemins rappelle que rien n'était inévitable. Bardot n'a pas été écrasé par le système. Elle l'a refusé. Le contraste devient plus clair après la disparition. Deneuve continue d'exister dans l'espace public avec maîtrise. Bardot, elle, n'est présente que parce que les autres projettent sur elle. Ce décalage met en lumière le cœur de son héritage. Il ne se situe pas uniquement dans le cinéma. Il se situe dans le malaise persistant qu'elle provoque. Dans l'impossibilité de la réduire sans perdre quelque chose d'essentiel. Son héritage n'est pas confortable. Il ne propose pas de modèle à suivre. Il pose une question. Combien sommes-nous prêts à céder pour être acceptés? Combien de silences fins? Combien de compromis? Combien de renoncements intimes? Bardot a répondu à sa manière. Elle a préféré perdre l'approbation plutôt que de se perdre elle-même. Cette réponse dérange parce qu'elle ne cherche pas à être exemplaire. Le monde valorise l'adaptation. Il récompense la souplesse. Il célèbre ceux qui savent durer en s'ajustant. Bardot a choisi l'inverse. Elle a accepté la perte de popularité. Elle a accepté l'isolement. Elle a accepté l'incompréhension durable. Non par goût de la provocation, mais par fidélité à une exigence intérieure constante. Ne pas mentir. Ne pas lisser. Ne pas arranger. Après les hommages, après les débats, il reste une trace moins visible. Une gêne persistante. Bardot ne se laisse pas refermer. Chaque tentative de la réduire à une image échoue partiellement. Quelque chose résiste. Cette résistance constitue sa véritable postérité. Elle oblige à regarder autrement la notion de liberté. Non comme un idéal abstrait, mais comme une pratique coûteuse. La liberté réelle ne garantit ni l'amour ni l'indulgence. Elle n'offre pas de consolation. Elle expose. Elle isole. Elle laisse peu de place aux demi-mesures. Bardot l'a incarnée jusqu'au bout, sans chercher à la rendre acceptable. Sa vie et sa mort rappellent que certaines existences ne visent pas l'harmonie, mais la cohérence. La question demeure après l'extinction des projecteurs. Combien sommes-nous prêts à abandonner de nous-mêmes pour rester aimés? Et à l'inverse, combien sommes-nous prêts à perdre pour rester fidèles? Bardot n'apporte pas de réponse universelle. Elle laisse une inquiétude, une tension, une liberté qui ne demande pas à être applaudie. Et c'est précisément pour cela qu'elle continue de déranger.